23 heures sur toute l'étendue du territoire national. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre journal. Le 7e forum sur la révolution verte en Afrique s'est officiellement ouvert ce mercredi. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du président Alassane Ouattara, de son homologue Ellen Johnson Sirleaf et des représentants des chefs d'État du Togo et du Ghana. Rentrée des classes pour les ministres ivoiriens ce mercredi après quelques jours de congé pendant le mois d'août. Le gouvernement ivoirien a repris donc le travail. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État a eu lieu ce mercredi. Et puis au Kenya, une nouvelle équipe de 7 hauts responsables chargés d'organiser l'élection présidentielle du 17 octobre prochain mise sur pied. Équipe nommée par la commission électorale après la décision de la Cour suprême d'annuler le scrutin du 8 août dernier. Au nombre des invités spéciaux à la cérémonie d'ouverture du 7e forum sur la Révolution verte, ce matin, le Premier ministre togolais, représentant le président Faure Gnassingbé, Komi Selom Klasso, a été reçu, vous le voyez en image, par le président Alassane Ouattara, la coopération entre les deux républiques au cœur des échanges. Le chef de l'État s'est également entretenu ce mercredi avec Gilbert Ngbo, président du FIDA, le Fonds international de développement agricole, une agence spécialisée des Nations Unies, consacrée donc à l'élimination de la pauvreté en milieu rural dans les pays en voie de développement. Il a été également question de coopération entre les deux parties. Le 7e forum sur la révolution verte en Afrique, je vous le disais tantôt, s'est ouvert officiellement ce mercredi. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin en présence du chef de l'État, de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, également des représentants des chefs d'État du Togo et du Ghana. Les temps forts avec Viviane Aïma. Accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, contribuer à la croissance des économies et à la création d'emplois en Afrique à travers l'agriculture, c'est sur ce thème que la 7e édition du Forum sur la Révolution verte a choisi de s'ouvrir ce mercredi 6 septembre, ici à Abidjan, pour sa toute première fois en Afrique francophone. La présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, du président Faure Gnassingbé en la personne du Premier ministre du Togo, du président Nana Akufo-Addo représenté par le ministre de l'Agriculture du Ghana, ainsi que les anciens chefs d'État Olusegun Obasanjo, John Kufuor et Jakaria Kikwete témoignent de tout l'intérêt accordé au plus haut niveau pour cette rencontre organisée conjointement par l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, l'AGRA, et la BAD, la Banque africaine de développement. L'objectif visé par ce forum, qui réunit des experts agricoles, des acteurs du secteur public et privé, ainsi que des partenaires au développement, débattre, partager des expériences et adopter des mesures concrètes pour développer le secteur agricole et en faire un pôle d'industrialisation et de création d'emplois. Un défi important. C'est donc à juste titre que dans son adresse, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a sollicité au nom de l'Alliance pour la Révolution verte l'expérience et l'expertise du président de la République, Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, plusieurs sujets, qu'ils soient politiques ou économiques, dans la sous-région ou sur le continent, ont déjà bénéficié de votre leadership. Malgré votre humilité et votre discrétion, vos qualités presque innées de leadership n'ont donc pu échapper à Agra et ses partenaires. Voilà pourquoi ils sont venus en qualité et en quantité de toute l'Afrique et d'ailleurs avec un objectif principal, celui de mettre entre vos mains le destin de l'agriculture sur le continent africain. Le développement et l'industrialisation du secteur agricole en Afrique, baptisé Révolution verte, ne sera possible que grâce à des investissements importants, d'où la nécessité d'une mobilisation de fonds. L'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Fonds international pour le développement agricole, FIDA,
Le Programme alimentaire mondial, PAM, la Commission de l'Union africaine, ont au cours d'un panel réaffirmé le respect de leurs engagements pour le développement du secteur agricole en Afrique. Dans son allocution, le président de la République a esquissé des grandes lignes d'action, mais surtout, il a réaffirmé la volonté du gouvernement ivoirien de poursuivre, comme il s'est engagé, le financement de l'agriculture nationale. La productivité de l'agriculture demeure encore faible, je dirais même très faible en Afrique. Les gains obtenus dans ce domaine sont largement dus à l'augmentation des superficies cultivées, avec les conséquences en matière de déforestation. Et bien évidemment, c'est cette déforestation qui crée les problèmes que nous avons vécus récemment, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans d'autres pays voisins, que ce soit le Ghana, le Nigeria, mais surtout en Sierra Leone. Les modes de production sont généralement archaïques et utilisent très peu d'intrants améliorés. L'accès aux semences à haut rendement, aux engrais, aux techniques d'irrigation et à la mécanisation reste une préoccupation dans la plupart des pays. Il en est de même du savoir-faire et de la sécurisation de l'accès au foncier. Et ceci est un domaine essentiel pour la plupart de nos États où des efforts importants sont en train d'être faits, mais il faut que nous le fassions de manière plus rigoureuse et plus accélérée. Enfin, si l'on observe que les investissements, aussi bien publics que privés, dans le secteur agricole et dans le développement durable, ne sont pas suffisants pour faire face aux besoins en infrastructures, en énergie, ou encore pour créer la valeur ajoutée et les emplois nécessaires pour retenir les jeunes. Donc nous devons faire plus en matière d'investissement. La transformation du secteur agricole africain requiert une volonté politique, comme manifesté par notre Premier Président, des réformes courageuses et bien sûr un financement soutenu dans la recherche, les infrastructures et l'énergie, ainsi qu'un partenariat international solide. Les estimations nous situent que nous avons des besoins estimés à 400 milliards de dollars pour les prochaines années. Et donc, je voudrais encourager l'adhésion d'un nombre plus important de partenaires en soutien aux efforts des pays africains. Merci aux partenaires qui contribuent déjà, mais nous avons besoin d'encore plus de soutien. Et je voudrais vous encourager tous qui sont présents et même ceux qui ne le sont pas, de mettre donc la main à la poche, de sortir vos chéquiers et d'aider la GRF. Nous avons pris des engagements nous-mêmes à Malabo, au niveau des pays africains, parce qu'un partenariat crédible et une mobilisation soutenue des ressources pour financer l'agriculture en Afrique dépendra du respect de ces engagements que nous avons pris. Et c'est pourquoi je suis personnellement heureux de vous annoncer que la Côte d'Ivoire respectera ses engagements en matière de financement de l'agriculture. Le prix africain pour la sécurité alimentaire créé par l'AGRA, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, a été décerné à 2 lauréates, professeur Ruth Onyango du Kenya, primé pour les activités de son ONG sur le terrain de la sensibilisation et de la production, et Maïmouna Sidibé Koulibaly, agricultrice, primée pour son entreprise de production de semences améliorées. Un autre temps fort de cette 7e édition du Forum sur la Révolution verte, qui refermera ses portes le vendredi 8 septembre, sera la signature d'un accord de siège pour l'installation d'une représentation en Côte d'Ivoire de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. Et ce forum qui se tient jusqu'au 8 septembre, vous l'avez dit, Viviane Aïmé, réunit ici en Côte d'Ivoire des experts venus d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous propose quelques réactions de participants à la cérémonie d'ouverture. C'est un très bon signe qu'il y ait une prise de conscience au niveau africain, au haut niveau, pour booster l'Afrique et faire de l'agriculture un moteur du développement. Je crois que ce travail que l'AGRA est en train de faire est très important pour nous les Africains et pour la jeunesse africaine qui doit s'élever pour que l'Afrique de demain puisse vraiment s'alimenter.
Et moi, par exemple, je travaille aujourd'hui avec plus de 30 jeunes dans mon entreprise. Et s'il y a plusieurs entreprises comme ça qui sont financées, je pense bien que nous pourrons vraiment nourrir l'Afrique et pourquoi pas même exporter dans d'autres pays aussi. Le président Alassane Dramane Ouattara a dit que la Côte d'Ivoire était premier producteur dans beaucoup de domaines. Il faut toujours chercher à maintenir le cap. Mais pour être premier, il faut aider aussi les agriculteurs, les planteurs, les commerçants avec des investissements. Qu'aujourd'hui, le secteur privé du continent ne doit plus que jamais être debout et prêt à accompagner ce mouvement de transformation et de participer aux investissements dont notre continent a besoin. En tant que représentant des agriculteurs de Côte d'Ivoire, je suis, j'allais dire, un homme comblé. Parce que pour nous, ce fonds va non seulement apporter un souffle aux producteurs que nous sommes, mais en même temps, ça va booster encore l'agriculture ivoirienne et pourquoi pas l'agriculture africaine. Ouverture donc ce matin du forum sur la révolution verte, le 7e. La journée a été marquée entre autres par la remise du prix Agra sur la nutrition, prix décerné à la Malienne Sidibé Maïmouna Koulibaly et également à la Kenyane professeure Ruth Kassaya. On en parle avec Noël Nagno. Sidibé Maïmouna Koulibaly, de nationalité malienne, directrice générale de Faso Kaba, une société de production et de distribution de semences certifiées de cultures vivrières. Ruth Kwasa Omiang, Kenyan, professeur en nutrition et président de l'ONG ROP Africa, sont les lauréats du prix Agra pour la sécurité alimentaire, édition 2017. Elles sont visiblement heureuses de recevoir leur prix des mains du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Si leur dénominateur commun de ce jour est le prix de l'excellence Agra pour la sécurité alimentaire, leur parcours diffère. Sidibé Maïmouna Koulibaly tire son engagement à produire de la semence de qualité d'un constat. Moi, ma maman, c'est une productrice. Elle nous a nourris de la récolte de son champ. Mais elle récoltait à peine 500 kilos, 200 kilos à l'hectare. Quand moi j'ai suivi mon mari qui est un agronome aux États-Unis qui était parti faire sa spécialisation, j'ai été exposé aux semences améliorées là-bas. Ça veut dire les semences que la recherche trouve, qu'ils ont fait des croisements pour sortir avec des semences qui résistent, qui ont un grand rendement et qui ont double usage. C'est ces semences-là que les paysans américains utilisent et ils arrivent à récolter 6 tonnes, 10 tonnes à l'hectare. Le professeur Ruth Kwasa, quant à elle, veut venir à bout de la malnutrition chez l'enfant parce qu'un enfant bien nourri est à l'abri de maladies telles le kwashiorkor. Jennifer Ceres, productrice d'émissions agricoles, salue la performance de ces femmes et invite à davantage de persévérance pour relever le défi de l'excellence dans le domaine agricole. Les femmes travaillent, mais elles ne sont pas mises au devant de la scène. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est à encourager et ça va encore stimuler davantage de femmes. Elles se disent qu'elles travaillent, mais bon, c'est toujours les hommes qu'on voit. Et nous allons continuer à travailler, à les sensibiliser, à les encourager à persévérer dans l'effort, parce que vous le savez, c'est les femmes devant, c'est les femmes au milieu, c'est les femmes à la fin. Ouvert officiellement ce 6 septembre, le Forum pour la Révolution verte va baisser pavillon le vendredi. Voilà, professeur Ruth Kwasa et la Malienne Sidibé Maïmouna, lauréate donc du prix Agra de la nutrition aujourd'hui, mercredi. C'était donc à la cérémonie d'ouverture du Forum sur la Révolution verte. On en parle encore, troisième producteur africain avec plus de 300 000 tonnes. La Côte d'Ivoire nourrit de grandes ambitions, en tout cas pour sa filière coton, une ambition qui pourrait bien être contrariée par la chute de la production liée donc à des facteurs climatiques, mais également à bien d'autres facteurs. Comment sauver leur blanc ivoirien? Comment lui donner un nouveau souffle? Le dossier est signé Jean-Louis Bangbo. Dembokro, Union textile industrielle de Côte d'Ivoire, UTEXI. Cet ancien fleuron de l'industrie cotonnière et textile, repris par un opérateur privé, essaie de trouver son lustre d'antan. Mais il se heurte à un problème majeur, le manque de coton, sa principale matière première. Toutes les machines que vous voyez là marchent à merveille. Toutes ces machines-là marchent très bien.
Seulement, il n'y a pas de matières premières. Avec moins de 10% de son équipement en activité, l'usine est loin d'atteindre sa production normale de 25 000 mètres de tissu par jour. Mon souhait est que l'usine marche 24 heures sur 24. Parce que, comme je le disais, ce n'est pas les clients qui manquent. C'est plutôt notre produit qui manque. Si on ne peut vraiment pas atteindre les 100%, mais il faut qu'on atteigne au moins les 78% ou bien 80%. Moi, c'est mon souhait. Le directeur technique estime les besoins d'investissement dans cette unité à 4 milliards de francs CFA, en équipement, mais aussi en matières premières. Car le principal problème de la filière coton reste la disponibilité de la matière première, la fibre et la graine de coton. Korogo, première zone productrice de coton en Côte d'Ivoire. Mamadou Silué, producteur de coton, est optimiste quant à sa prochaine récolte. Cette année, je compte au minimum avoir 35 tonnes, mais au maximum, je compte avoir au moins 40 tonnes. Oui. Puisque l'année dernière, j'avais fait 13 hectares et j'ai fait 26 tonnes, 29 kg. Mais cette année, avec mes 15 hectares, je compte avoir 40 tonnes. Je compte avoir beaucoup d'argent. Puis déjà, j'ai fait déjà un arrêté, au moins, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent quand j'aurai ça. Le coton en Côte d'Ivoire est produit par de petits planteurs comme Mamadou Silué. Des exploitations familiales réparties dans plus de 4000 villages et campements de 23 départements du pays. Lors de la campagne 2016-2017, ils ont produit 310 000 tonnes de coton. Une production en baisse de 30% par rapport à la campagne précédente qui, elle, a été de 450 000 tonnes. Une baisse liée aux facteurs climatiques, mais également à un prix peu rémunérateur selon les paysans. J'aimerais au moins demander, avec l'appui de l'État, s'il peut augmenter encore le prix du coton, ça peut nous arranger. Sinon, avec ces prix, vraiment, c'est un peu faible, très faible. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le prix du coton, le prix des intrants, et puis aussi, bon, puisqu'il y en a qui ont envie de faire des grandes surfaces, mais avec peut-être une seule paire de bœufs, ils n'arrivent pas à faire au moins de grandes surfaces. Peut-être, bon, soit si ça, au moins des tracteurs, soit au niveau des fertières, soit au niveau des sociétés coopératives, ça peut au moins faciliter la tâche pour travailler. La filière coton est en pleine réorganisation. Afin de susciter une production de qualité, les organisations professionnelles ne sont jamais loin des paysans. Ces derniers reçoivent régulièrement les visites d'encadreurs qui viennent recenser leurs besoins. Aujourd'hui, les besoins des producteurs, c'est d'abord le matériel agricole, puisque de plus en plus, la main-d'œuvre se fait rare. Elle se fait un peu difficile à trouver. Alors il faut moderniser la production avec la culture attelée, la culture mécanisée. Aussi, nous sommes dans l'exploitation d'un producteur qui nous a dit utiliser le tracteur pour ses labours. Parce qu'avec les bœufs, il ne peut pas faire toutes ces superficies-là. Les producteurs, c'est des petits exploitants. Ils n'ont pas les moyens forcément d'acquérir de gros engins. Ils peuvent faire de la prestation de services auprès des opérateurs qui voudront bien investir dans le secteur. Un appel à l'investissement que des privés ivoiriens ont pris au pied de la lettre. Konaté Vassiriki est l'un d'entre eux. C'est lui qui a racheté Utexi à Dembokro, mais également Cotivo à Agboville, une société placée alors en liquidation judiciaire. Il a investi 15 milliards de francs CFA pour réhabiliter ces deux usines. Aujourd'hui, Vassiriki emploie 400 personnes. Bien loin tout de même des 4500 salariés que comptaient ces deux entreprises avant leur chute. Il y a encore du potentiel de transformation. L'idéal, ce serait de transformer des marques totalement venues de Côte d'Ivoire, de transformer, au lieu d'envoyer des balles à l'extérieur pour alimenter et créer de l'emploi ailleurs, ce serait d'ajouter cette plus-value-là à travers un investissement local de qualité et permettre à la Côte d'Ivoire vraiment de s'autosuffire en termes de production textile, mais aussi d'être capable de ravitailler l'ensemble de la sous-région. Pour se relancer, la filière compte sur le zonage, l'attribution de zones exclusives d'activité pour chacune des 6 sociétés cotonnières installées en Côte d'Ivoire. Axe fort de la réforme entreprise par les autorités ivoiriennes. L'interprofession de la filière coton, elle, place beaucoup d'espoir dans cette nouvelle politique. Le zonage est important au niveau des producteurs, qui est la première chaîne, la chaîne la plus importante de la culture du coton, mais qui est un maillon très faible. Le producteur de coton, cela permet à chaque société cotonnière de savoir que dans sa zone d'intervention, qu'elle n'a pas de concurrent et qu'elle doit investir à long terme pour le développement de sa zone.
ça encourage une société cotonnière à faire des investissements qui pourront encourager la culture du coton dans cette zone. Il est important que l'État continue d'être le garant du respect des zones attribuées aux différents acteurs économiques. Il est vraiment important. La filière semble avoir traversé sa période de turbulence. La relance est désormais amorcée grâce à une synergie d'action entre l'État, les acteurs de la filière et les partenaires techniques et financiers. Voilà, la filière coton en quête de nouveaux souffles. Le dossier est signé Jean-Louis Gbongbo. Rentrée des classes pour les ministres ivoiriens, je vous le disais en titre, après quelques jours de congé pendant donc le mois d'août, le gouvernement ivoirien a repris le travail, démarrage avec un conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara, conseil qui s'est donc tenu ce mercredi après-midi. De nombreuses décisions prises à cette réunion hebdomadaire des membres du gouvernement. On en sait plus avec le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabanye-Kone. Approbation du contrat pour la fourniture d'un système intégré d'identification, de contrôle des voyageurs et de gestion de l'immigration aux frontières, conclu le 17 août 2017 entre l'État de Côte d'Ivoire et les sociétés Securiport SA d'une part et Securiport LLC d'autre part. Cette nouvelle convention prend davantage en compte la volonté du gouvernement de rendre l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny plus compétitif et plus sûr. Cette nouvelle convention intègre les préoccupations sécuritaires, mais également administratives, techniques du gouvernement, notamment le relèvement de la qualité technique des prestations à l'aéroport, l'introduction de prestations concernant le renforcement des contrôles aux frontières terrestres et l'installation de portiques de stockage et de détection d'éléments d'identité sur les principales voies routières nationales. Il s'agit ici principalement de l'installation de 4 portiques aux frontières du Ghana, du Libéria, du Mali, du Burkina et d'un portique à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier au lancement de la Banque d'Abidjan, née du partenariat entre BDK Financial Group et la Poste de Côte d'Ivoire. La Banque d'Abidjan vient booster l'activité de la Poste ivoirienne. C'est ce que nous dit Gabriel Zani. Le groupe BDK s'allie à la Poste de Côte d'Ivoire pour créer la Banque d'Abidjan, la BDA. Le but, booster l'activité de la Poste ivoirienne. Le lancement de la BDA, la nouvelle banque, a eu lieu en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné de quelques membres du gouvernement. Ce partenariat entre BDK Financial Group et la Poste ivoirienne va rendre le paysage bancaire très compétitif, selon Bernard Kouchner, ancien ministre français et administrateur du groupe financier BDK. Cette affaire, cette aventure, cette grande aventure, nous avons confiance dans l'avenir de l'Afrique et nous sommes des amis de l'Afrique. Alors, j'ai été enthousiasmé par la volonté, non pas de réussir, mais la volonté de construire, la volonté d'investir en Afrique. Le capital de la Banque d'Abidjan est de 15 milliards de francs CFA et pourrait passer à 17 milliards d'ici la fin de l'année. La Poste ivoirienne a 20% des actions à côté du groupe BDK qui en détient 80%. Dans ce partenariat, il faut y voir le redécollage de la Poste. Je suis heureux que les échanges avec le groupe BDK qui avaient été entamés sous l'angle d'un simple contrat de location de bureau, a été porté si loin, car au final, nous avons conclu un véritable partenariat public-privé dont la mise en œuvre profitera aux deux parties. Pour la Poste de Côte d'Ivoire, il faut mentionner qu'elle en profitera dans la réalisation de ses missions au service de nos populations, notamment au plan de la lutte contre la pauvreté, en donnant une alternative bancaire aux populations à faible revenu. Devant ce parterre de financiers et de chefs d'entreprise, réunis à l'occasion du lancement de la Banque d'Abidjan, Adama Kone, le ministre de l'économie et des finances, exprime sa satisfaction face à l'engagement que le groupe BDK prend à investir en Côte d'Ivoire. Avec la Banque d'Abidjan, la plateforme bancaire de la Côte d'Ivoire se renforce un peu plus et compte désormais 28 banques. Je voudrais saisir l'opportunité qu'offre la présente cérémonie d'inauguration du siège de la BDA pour insister
sur le rôle primordial des banques dans le financement de l'économie. En effet, depuis 2012, le secteur financier connaît une bonne dynamique, marquée par la présence renforcée de nouvelles banques sur le marché national, permettant à ce secteur de contribuer à l'amélioration des conditions de financement de l'économie. Pour le Premier ministre, le financement de l'économie demeure l'un des plus grands défis des banques. Il faut donc investir dans les PME, les petites et moyennes entreprises. En effet, le potentiel de développement des PME est un véritable atout à capitaliser, car elles représentent plus de 80% du tissu économique de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'invite le secteur financier à soutenir les efforts du gouvernement dans l'accompagnement et le développement des petites et moyennes entreprises. Au vu de ces nombreuses attentes, le gouvernement est heureux d'accueillir en Côte d'Ivoire la multinationale BDK Financial Group à travers sa filiale, la Société ivoirienne des finances. Et ses trois composantes, notamment la Banque d'Abidjan, Crédit Cash et Cash Cash. La BDA est une filiale de la Société ivoirienne des finances, SIF, créée par le groupe BDK et la Poste de Côte d'Ivoire. Pendant que BDK apportera des services financiers diversifiés et innovants, la Poste de Côte d'Ivoire offrira sur un plateau sa connaissance du marché et son réseau déployé à travers le pays depuis des années. Et on reste avec notre reporter Gabriel Zané pour évoquer cette fois la signature de convention entre la Côte d'Ivoire et le groupe Olam pour la transformation de 900 000 tonnes de cacao d'ici à 2020. Un accord qui permettra à la Côte d'Ivoire, selon le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, de passer à un taux de transformation de 35 à 50%. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire la signature d'une convention avec le groupe Olam. Ce mardi, à la primature pour la transformation de 900 000 tonnes de cacao d'ici à 2020. Le groupe Olam a investi environ 150 milliards de francs CFA dans le cacao, selon son directeur général. Dans le cadre de nos engagements dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire, nous avons déjà 2 usines de cacao en Côte d'Ivoire, à San Pedro et à Abidjan. Et la signature de la convention nous permettra d'investir davantage dans ce secteur pour créer plus de valeur ajoutée. Nous avons une capacité installée de 150 000 tonnes en Côte d'Ivoire. Donc nous prévoyons d'acheter du cacao pour cette capacité-là pour transformer localement et plus de 200 000 tonnes supplémentaires pour nos clients à travers le monde. Selon le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, cet accord permettra à la Côte d'Ivoire de passer d'un taux de transformation actuel de 35% à 50%, tel qu'envisagé par le gouvernement. Aujourd'hui, nous avons des capacités de transformation installée qui tourne autour de 550 000 tonnes. Nous sommes bien sur la voie pour atteindre l'objectif de 50% de transformation du cacao au Côte d'Ivoire. La convention participe au programme de transformation structurelle de l'économie ivoirienne et permettra de créer des emplois, d'améliorer les investissements dans les produits modernes technologiques et de créer des ressources pour le pays. Le Ouorodougou rend hommage au chef de l'État. Les populations de la dite région, située dans le nord de la Côte d'Ivoire, saluent les actions du président Alassane Ouattara en faveur du développement. C'est ce que nous dit Sidonie Davila. Jeunes, cadres, élus, tous du Ouorodougou, région située dans le nord-ouest du pays, disent apprécier les actions du président Alassane Ouattara dont les retombées profitent à tous. À l'initiative des cadres avec à leur tête le président du conseil régional, les populations se sont donné rendez-vous pour témoigner reconnaissance et attachement au chef de l'État. Apporter notre soutien franc, indéfectible, indiscutable, non marchandable à Alassane Ouattara et au RDR pour son 3e congrès. C'est ça l'objet de ce meeting. Dans toutes leurs composantes, les populations se sont succédées pour féliciter le président de la République. Un message appuyé par Ahmed Bakayoko, fils de la région, pour qui la tenue d'un tel événement à quelques jours du 3e congrès ordinaire revêt un intérêt particulier. Nous allons à ce congrès pour apporter notre soutien au président Alassane Ouattara, lui dire que nous sommes toujours ses sofas. Et ces congrès nous donnent également l'occasion de dire que nous sommes très fiers de notre aîné, Amadou Soumaoro. Nous sommes fiers qu'un des nôtres ait gardé la case. Avec lui, le RDR a remporté toutes les batailles électorales. Nous disons merci au président Ado
de lui avoir accordé cette grande confiance. Tout invité à participer massivement au congrès des 9 et 10 septembre prochains, les populations du Ourodougou attendent de prouver à nouveau au chef de l'État leur reconnaissance et leur attachement par leur mobilisation. Hors de chez nous, au Kenya, une nouvelle équipe de 7 hauts responsables chargés d'organiser l'élection présidentielle du 17 octobre prochain. Équipe nommée par la commission électorale après la décision de la Cour suprême d'annuler le scrutin du 8 août dernier. Rappelons que Raila Odinga, candidat à la présidentielle et adversaire du président sortant, Uhuru Kenyatta, avait exigé le renvoi de certains commissaires. Je vous fais lecture de ce communiqué pour finir. Les prévisions météo font état de ce que l'ouest de la Côte d'Ivoire connaîtra le jeudi 7 septembre 2017. Un temps très nuageux pouvant entraîner la tombée de près de 200 mm de pluie susceptible de causer d'importantes inondations. L'Office national de protection civile demande aux populations de la zone ouest de quitter pendant le temps de la menace les habitations se trouvant au bord des cours d'eau, des flancs, des collines, des marécages ou dans les zones bâties mais non loties. Et c'est signé le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, également du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain.